Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1, les titres de ce 20h. On ouvre au palais de la présidence pour le Conseil des ministres tenu ce mercredi. À l'ordre du jour, des questions liées au développement du pays, à l'inclusion financière et à des infrastructures d'envergure comme le port sec de Ferkessédougou. Selon une loi votée fin 2018, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a désormais le statut d'une autorité administrative et indépendante. Avec le président du Sénat, il a été question d'un cadre de collaboration pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Salon international du livre d'Abidjan s'est ouvert ce mercredi au Palais de la Culture de Treichville. Plus de 50 exposants et acteurs du livre, avec la France pour pays hôte de cette 11e édition. Le livre Mon compagnon au quotidien, c'est le thème choisi cette année. Et puis au Soudan, un accord définitif devrait être signé sous 24 heures. Pour l'instant, un gouvernement de transition est annoncé pour les 3 prochaines années. Le temps d'organiser des élections démocratiques conformément aux revendications de la société civile. Bonsoir à tous. Le chef de l'État ivoirien s'est rendu au Gabon ce mercredi. Au menu de cette visite d'amitié et de travail du président Alassane Ouattara, un entretien avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. À l'ordre du jour également, le renforcement de la coopération bilatérale et des questions régionales internationales d'intérêt commun. Conseil des ministres ce mercredi ici à Abidjan, l'inclusion financière, la télévision numérique terrestre TNT, la diffusion des messages publicitaires et le port sec de Ferkessédougou. Voilà entre autres questions abordées au cours de cette rencontre hebdomadaire. Awa Touré. Le port sec de Ferkessédougou, un grand projet, mais également un grand pas vers le développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Hinterland. Le site devant abriter cette infrastructure économique d'envergure est connu. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique du site du projet du port sec de Ferkessédougou, d'une superficie de 732 hectares, située dans la commune de Ferkessédougou. Ce décret intervient dans le cadre du démarrage des travaux du dit port qui permettra de créer une zone économique de développement au nord du pays afin de mettre en valeur les potentialités économiques des districts des Savanes et du Zonzon et de tirer un meilleur profit de celles des régions frontalières de Sikasso au Mali et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La migration en Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre TNT doit s'achever au plus tard le 17 juin 2020. Pour faciliter cette opération, le gouvernement a décidé de plafonner le prix des équipements de réception de la TNT. En cohérence avec l'ordonnance portant exonération des droits de douane et de TVA sur les équipements nécessaires à la réception du signal de la TNT, ce décret fixe les montants au-dessus desquels les kits de réception d'entrée de gamme de la TNT ne peuvent être vendus aux populations. Ainsi, le prix du décodeur MPEG 4 DVB-T2 d'entrée de gamme est fixé à 10 000 francs CFA et l'antenne UHF à 6 000 francs CFA. Le Conseil des ministres a par ailleurs fixé les modalités de programmation et de diffusion des messages publicitaires. Ce décret détermine, en application de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, les modalités de programmation et de diffusion des messages publicitaires. Tout en consacrant le principe de l'insertion des messages publicitaires dans les productions audiovisuelles, le dit décret relève des interdits et organise les missions de contrôle de la haute autorité de la communication audiovisuelle sur l'objet, le contenu, ainsi que la programmation de la publicité. Ainsi, lorsqu'une émission démarre, elle ne peut être interrompue pour une publicité que maximum après 20 minutes de diffusion et que la séquence publicitaire ne peut excéder 10 minutes par heure d'émission.
La Côte d'Ivoire entend également améliorer l'accès aux services financiers des populations vulnérables et promouvoir la finance numérique à travers la stratégie nationale d'inclusion financière. Une stratégie qui va permettre de porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024 et de mobiliser davantage d'épargne nationale pour financer le développement économique. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est devenue le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Une délégation de l'institution est allée à la rencontre du président du Sénat pour l'informer de ce changement qui intervient après une loi votée fin 2018. Le Conseil a désormais le statut d'une autorité administrative et indépendante. Mama Traoré. Elle était appelée Commission nationale, désormais c'est le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI. Cette nouvelle dénomination résulte de l'application d'une loi votée en novembre 2018 qui prévoit un renforcement des prérogatives de l'instance nationale en charge de la question des droits de l'homme. Elle a désormais le statut d'une autorité administrative indépendante censée collaborer avec le Sénat en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Ce cadre de collaboration a été largement évoqué lors de la visite rendue ce mardi par une délégation du CNDHCI au président du Sénat. La nouvelle loi habilitante de la Commission en son article 3 recommande que le Conseil présente le rapport sur l'état des droits de l'homme et le rapport d'activité de l'institution aux sénateurs et cela donne suite à débat. Et donc, il était bon qu'on profite de cette visite de courtoisie pour échanger avec le président du Sénat sur les modalités de cette importante interaction entre le Sénat et le Conseil national des droits de l'homme. Pour la cause et le respect des droits de l'homme, le président du Sénat promet que son institution jouera pleinement son rôle. Janoa Ousou-Kouadio a ainsi assuré la présidente du CNDHCI d'une attention accrue du Sénat lors de l'examen des tests relatifs à la question des droits de l'homme. Les sénateurs seront également mis à contribution à travers des missions de sensibilisation des populations. Le Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2019, invite chacun de nous à faire du livre un compagnon au quotidien. Plus de 50 exposants et acteurs du livre sont réunis au Palais de la Culture. Cette année, il rend hommage à l'écrivaine Véronique Tadjo. Hommage également à un grand homme de lettres et de culture. La Côte d'Ivoire commémore ce mercredi le décès du célèbre écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ. Il reste un repère pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Jean-Marc Djadji et Moussa Konaté. Une voix mélodieuse originaire de l'Empire tout couleur au Mali pour rendre un vibrant hommage à Amadou Hampâté-Bâ, décédé le 15 mai 1991, 28 années aujourd'hui que le sage de Bandiagara, le défenseur de la tradition orale et des valeurs africaines, a quitté ce monde. Passionné par le patrimoine culturel africain, Amadou Hampâté-Bâ a recueilli et transcrit de précieuses archives en français et en diverses langues africaines. Mercredi 15 mai 1991, 15 mai 2019, cela fait exactement 28 ans que disparaissait Amadou Hampâté-Bâ, grand chantre de l'africanité. Il faut le rappeler, il a décomplexé les Noirs par rapport à leur culture. Dans les écrits d'Hampâté-Bâ, une grande importance est accordée à la solidarité, la responsabilité et la spiritualité présentes dans les civilisations africaines traditionnelles. Amadou Hampâté-Bâ demeure un penseur de tous les temps parce qu'il était visionnaire. Il a compris que la tradition n'était pas l'antagonisme du modernisme et qu'elle devait elle-même élaguer les branches qui meurent, mais qu'il était important que les Africains soient eux-mêmes et non une parodie ridicule des autres. Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1974, Amadou Hampâté-Bâ aura consacré un demi-siècle à illustrer et à défendre la bibliothèque de ses ancêtres sous tous ses aspects. La ville de Paris accueille depuis 2 jours le Forum africain sur les villes durables. Cela en prélude au sommet Afrique-France qui va se tenir en juin 2020 à Bordeaux en France. Et il est question aussi de financement des villes au cours de ce forum qui enregistre la participation du ministre ivoirien de la ville, Mamadou Kouassi. Les villes africaines connaissent une démographie galopante depuis ces dernières décennies.
Un phénomène qui accroît davantage les problèmes sociaux dans nos villes. De Dakar à Abidjan, en passant par Accra et Ouagadougou, la politique d'urbanisme a du mal à se mettre en place. Et pourtant, il faut bâtir aujourd'hui des villes durables pour les générations futures. À Paris, l'association Urbanisme sans frontières, à travers un forum sur les villes durables, fait des propositions. Ça ne suffit pas simplement de dire on fait avec des matériaux locaux, on fait uniquement avec des panneaux solaires. C'est très important, bien entendu, tout cela, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler aussi sur l'ensemble de la planification stratégique à l'échelle territoriale pour ne pas faire uniquement des projets sectoriels et segmentés. Il faut que les villes aient des plans de développement urbain. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, le cadastre, il faut que l'utilisation de l'espace, il faut que l'installation des infrastructures sociales de base dans une ville soit planifiée pour qu'on ne vienne pas s'installer, construire des bidonvilles, etc., etc. Cela est absolument nécessaire. La question des financements est également au centre des interventions lors de ce forum d'élus locaux et décideurs. Toutes les villes du monde, avec ce qu'on connaît comme fléau, sont obligées de s'inscrire dans la logique du développement durable. Après, il y a aussi la logique du financement, parce que sans financement, on ne peut pas parler de développement durable. Les bailleurs de fonds nous disent qu'ils ne discutent pas suffisamment avec les maires des villes, des pays dans lesquels ils se situent, mais parce qu'ils n'ont pas la démarche, eux, d'aller taper à la porte des maires pour savoir quels sont les projets. Mais en revanche, ils sont tout à fait en attente d'aller discuter avec les maires sur la base d'une demande et d'une sollicitation des élus locaux qui viennent présenter des projets, des initiatives, etc. Le ministre de la Ville, François-Albert Amichia, a plaidé pour la mutualisation des efforts entre les élus locaux, les gouvernants et les partenaires au développement pour bâtir des villes durables sur le continent africain. Comment devons-nous aborder la question de la ville durable? Et plus encore, quelle définition donnons-nous à la ville durable africaine quand moins de 30% de pays africains ont une stratégie nationale sur l'urbanisme, sur l'urbanisation? Et je ne parle pas d'une politique de la ville, car ne nous y trompons pas. Les villes d'Afrique sont des moteurs de croissance qui, si elles sont correctement organisées, peuvent favoriser le développement durable sur l'ensemble du continent. Il me semble que c'est avant tout en s'accordant sur une vision stratégique commune sur la ville durable africaine que nous arriverons à structurer les éléments de réponse aux défis qui se dressent devant nous. Ce forum sur la ville durable en Afrique s'inscrit dans le cadre des rencontres préparatoires du sommet Afrique-France prévu en juin 2020. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Guinglos-Ropan vient d'être électrifié. Ce village de plus d'1 millier d'habitants est situé dans le département de Dieukwé. Ses habitants voient là des opportunités d'étendre ou de développer leurs activités économiques. Amadou Ouattara. Tiemesson, dans la sous-préfecture de Guéibli, département de Dieukwé. Aboulaye exerce son métier de soudure métallique grâce à l'électricité. Avec le courant électrique, on arrive à brancher beaucoup de machines par rapport au groupe électrique. Tu peux avoir un groupe à 400 000 francs, le compteur tu peux l'avoir à 200 000 francs. Et ta facture s'élève souvent à 40 000 francs, 50 000 francs. Donc, en carburant, tu peux dépenser au moins 80 000. Souvent, il y a des pannes aussi dans le groupe électrogène qu'on n'arrive pas à avoir dans l'électricité. C'est encore très avantageux par rapport au groupe électrogène. Olga, vendeuse d'eau, et Ali, boutiquier, ont vu leurs revenus augmenter relativement à la disponibilité de l'électricité à Tiemesson. Maintenant, il y a courant, on vend de l'eau glacée, on regarde télé. Quand il fait chaud, il y a beaucoup de clients. Ils vendent l'eau glacée, bissap, niamankou, tout. 6 000, 5 000, 10 000 même par jour, ils peuvent vendre. En tout cas, ça va. Priska, l'une des tresseuses du village, n'utilise pas encore l'électricité pour mener ses activités. Cependant, elle bénéficie des retombées de l'électricité. La raison, plusieurs clientes sont venues se faire belle pour prendre part à la fête de la lumière à Guinglos-Ropan, village voisin. Les clientes qui sont venues se faire tisser, coiffer, se rendent belles pour aller à la fête. Le courant pour moi, c'est le développement, donc en tout cas, je suis heureuse. Après 33 ans d'attente, les populations de Guinglos-Ropan savourent désormais les avantages liés à l'utilisation de l'électricité. La mise sous tension électrique de ce village a donné lieu à des réjouissances collectives. Occasion pour les cadres de formuler des doléances. Merci au ministre des Affaires présidentielles qui nous a appuyés depuis 2015
dans la quête de l'obtention de la lumière de Genglo Sropan. Madame la représentante du ministre des Affaires présidentielles, nous vous prions de nous aider à faire obtenir la lumière pour le village de Binao. Qu'il y ait dans ce village l'arrivée de 2 infirmiers et une sage-femme, parce que ce village a un centre de santé depuis des décennies, mais qui n'est pas fonctionnel. Au nom de Tiéné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, patron de la cérémonie, sa représentante Nadine Nyeba, directrice des ressources humaines à la présidence de la République, a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer pour le bien-être des populations. L'objectif de faciliter l'accès à l'électricité aux ménages économiquement faibles par un échelonnement du coût du branchement sur une période de 3 à 10 ans. L'objectif d'amoindrir le coût de l'électricité pour les ménages à faible revenu, qui se traduit depuis le 1er janvier 2019 par une réduction de 20% de la facture pour 850 000 familles abonnées au tarif domestique social de 5 ampères. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est à la tâche. Son souci est de développer la Côte d'Ivoire et de lutter contre la pauvreté. Reconnu officiellement village, en 1986, Genglo Soropan est à présent connecté au réseau électrique national. La joie des populations est indescriptible. Les enseignants nous fuient parce que quand ils viennent ici, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler sur les torches, ils ne peuvent pas travailler sur les lampes. Donc ça fait qu'on apprend d'enseignants. Mais avec la lumière, ça va nous permettre de garder nos enseignants dans le village. Avec la lumière, nous allons mener des activités commerciales. À les élèves qui vont profiter de la lumière, qui vont étudier, qui ne vont plus utiliser les lampes à pétrole. C'est le seul village sur notre axe qui n'avait pas de lumière. Prestations d'artistes tradis modernes et de masques laissent entrevoir le bonheur de la population à passer la première nuit dans la lumière. Quels sont les atouts d'un leader au féminin? Comment devenir un bon manager et acquérir les stratégies efficaces? Une quarantaine de femmes ont été formées sur ces différentes questions qui intéressent pas mal de femmes. Marcellin Cla et Salimatou Dia. Oser, oser, encore oser pour affirmer son management au féminin. Les caractéristiques, les atouts des leaderships de type féminin, les moyens et capacités d'influence en tant que femme manager ont été exposés à une quarantaine de dames managers du ministère de la Communication et des Médias. 2 jours de formation sur le leadership féminin qui devraient leur permettre de s'affirmer et de défendre leurs idées. Il fallait mettre en lumière nos capacités, il fallait nous donner les pistes de réflexion, il fallait nous faire prendre conscience que nous avons toutes les capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour être de bons managers. Et c'est en cela que cette formation a été faite, pour pouvoir dire aux femmes que nous comptons et qu'il faut maintenant que nous prenions la place qui est la nôtre dans la société, pas seulement dans la société, mais dans les organes de décision, que ce soit aussi bien institutionnel, des grandes entreprises et autres. Pour le ministère de tutelle, ce renforcement de capacité devrait permettre à celle-ci de rayonner sur le plan professionnel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a besoin d'affirmer une présence féminine dans notre pays à tous les niveaux. Et monsieur le ministre de la Communication et des Médias, qui est un Iforchi, d'ailleurs est très engagé dans la promotion des femmes et donc nous accompagne dans la formation de ses collaboratrices pour que justement les femmes, qu'elles soient femmes au niveau où elles sont, un bas niveau ou un haut niveau, soient capables de l'accompagner dans la mise en œuvre de ses missions donc dans son ministère et au-delà dans la construction de notre pays. Réflexion sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire, échange d'expériences, ces femmes managers entendent impacter davantage à travers leur technique de management. J'ai déjà cette âne de me battre et de vouloir faire des choses et de vouloir réussir et d'aller de défi en défi. Mais je pense que ce séminaire va me permettre de mieux m'armer, je dirais. Parce que j'ai découvert des ouvrages de développement personnel qui vont me permettre d'essayer de gravir d'autres échelons. Nous avons eu assez d'arguments, assez d'astuces pour mener à bien en tant que femme le management en entreprise. Et c'est un début de réseautage qui devrait ouvrir les chemins à l'épanouissement de la femme.
Ils ont eux aussi été formés. Des journalistes et blogueurs ont renforcé leurs capacités en termes de pratiques civiques et citoyennes afin d'être plus outillés pour exercer au mieux leur métier. Éric Goré. Journalistes et blogueurs à l'école du civisme. Ils sont formés au comportement civique et au respect des symboles qui incarnent la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est des personnes qui sont incontournables dans le monde de l'information. Ces personnes-là sont suivies par beaucoup de personnes, de jeunes comme d'adultes. Et donc pour nous, c'est indispensable de pouvoir leur donner les notions fondamentales de civisme, de citoyenneté. Voici les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. L'éléphant, le soleil levant doré, les 2 palmiers dorés et le blason de couleur verte. Créée le 8 février 1960, cette armoirie est utilisée sur les documents officiels de la République de Côte d'Ivoire. Le respect du drapeau, de l'emblème et de l'hymne national sont enseignés aux participants. À leur tour, les bénéficiaires devront relayer l'information. L'hymne national, on m'avait toujours dit que c'était écrit par M. Mathieu Ekra. Donc là, j'ai appris en fait que c'était écrit par 2 prêtres, Michel Pango et Pierre-Marie Coty. Nous, en tant que communicateurs et communicants, bien évidemment, c'est de partager cette information autour de nous, de sorte que nous arrivions tout de même à convaincre beaucoup de citoyens pour un changement progressif. Cette formation a été initiée par le secrétariat d'État chargé du service civique. Il veut sensibiliser davantage les populations sur l'importance du civisme. Dans l'actualité politique, l'amicale des anciens de la FECI annonce sa création officielle. Deuxième étape, la constitution officielle de l'organisation politique 2A FECI RHDP. Explication. Anciens militants actifs de la FECI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, réunis dans un nouveau contexte pour donner naissance à l'amicale des anciens de la FECI, en abrégé 2A FECI, devenus fonctionnaires, cadres d'entreprise ou hommes politiques. Les membres fondateurs de la 2A FECI RHDP se donnent pour mission de promouvoir les actions et valeurs du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Surtout, transmettre les valeurs du civisme aux jeunes. La 2A FECI RHDP est ouverte à tous. Parce que nos camarades se sont bien rendus compte de l'ampleur des investissements réalisés par le pouvoir RHDP avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous ne pouvons rester en marge de ce processus. Nous ne voulons pas qu'on nous conte cette belle histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Nous ne voulons pas que le travail fait par les enfants de Félix Houphouët-Boigny autour du RHDP continue d'être fait sans les anciens de la FECI. L'organisation politique 2A FECI RHDP tiendra son assemblée générale constitutive le samedi prochain à Yamoussoukro avec 2 points essentiels à l'ordre du jour, la désignation du président de l'amicale et la création officielle de l'appareil. Des députés issus du mouvement Synergie 2020 ont sillonné plusieurs villages du département de Dabakala, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Dans leur bagage, des messages de progrès et de cohésion sociale propres aux idéaux du RHDP. Kader Sogodogo. Dabakala, département de la région du Hambol. 6 députés issus du mouvement Synergie 2020 sillonnent de nuit comme de jour plusieurs villages du département. Ils sont ainsi venus des circonscriptions d'Azaguié, d'Ayamé, de Kwasi d'Atekro, de Guiglo, de Sassantra et de Minignan. Il s'agit de rappeler aux populations d'Imini Djamala les messages de progrès et de cohésion sociale du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP. Je suis du Sud Komoué. Aujourd'hui, je me retrouve dans le département de Dabakala avec le député de Dabakala pour parler à nos parents pour qu'ils comprennent que le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je suis du nord-est de la Côte d'Ivoire. Avant, on dira forcément peut-être je suis du PDCI ou bien je suis, mais aujourd'hui, on ne saura pas, on est du RHDP. Et dans le RHDP, il y a tout le monde dedans. Et c'est ce qu'aujourd'hui rêve notre président de la République. Et le département de Dabakala est un département en chantier. Nous avons constaté que l'ensemble des villages sont soit électrifiés ou en cours d'électrification. Nous avons constaté que les écoles existent bel et bien dans ces villages. Nous avons constaté qu'il y a des forages et de l'eau dans l'ensemble, dans beaucoup de villages. Mais le développement est un processus continu. Et quand le processus commence,
ça va progressivement. La tournée a permis de joindre l'acte à la parole. Des solutions sont trouvées aux doléances des populations. Ainsi, les écoles primaires des villages de Bidolo, Ouassego, Faningou, Sokoro et Patapari-Dougou ont bénéficié de 60 tonnes de ciment pour l'extension de leurs écoles respectives. Aussi, les centres de santé des villages de Panakalo et de Sokala-Sobara ont reçu du matériel médical pour le renforcement du plateau technique, des actions concrètes à la grande satisfaction des populations. L'initiateur de cette tournée, le député de Dabakala, rappelle les exigences du moment. L'État travaille ici et les populations de Dabakala sont reconnaissantes au président de la République, au Premier ministre, pour toutes ces actions dans notre département. Le plus important pour nous, c'est de transmettre toujours aux parents, de revenir vers eux et avec un peu de ce qu'ils nous ont donné. D'autres villages du département attendent d'être visités afin d'apporter aux populations de la région du Hambol les messages de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara. La présidente de l'Union des femmes du parti Concorde mobilise également autour des idéaux du parti unifié. Georgette Danho a été présentée officiellement dans la commune d'Atekoubé. Franck Wadio. À Bon Village, les femmes du parti Concorde présentent pour une double célébration. En attraction, Georgette Danho. Elle prend officiellement ses marques en qualité de présidente nationale de l'Union des femmes du parti Concorde et en second point d'orgue, la célébration du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, honoré pour sa vision du rassemblement et du développement de la Côte d'Ivoire. Le RHDP est un véritable géant politique. C'est le creuset de toutes les compétences que regorge notre pays dans tous les domaines. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, tout le pays est en chantier. Nous avons des femmes battantes. Vous symbolisez la cohésion sociale et vous prônez la paix. Le parti Concorde et le RHDP unifiés traduisent bien votre mission. Un engagement réitéré par le parti Concorde au sein de la famille politique RHDP. Selon le secrétaire général Ferdinand Kouassi, le parti Concorde travaille en harmonie avec les autres partis membres du RHDP pour les victoires futures. On parle santé avec le centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire qui vient d'ouvrir ses portes dans la commune du Plateau. Il est destiné aux fonctionnaires ivoiriens et dispose d'un équipement de dernière génération. Serge Coléa. Ce geste met officiellement le centre d'optique mutualiste de Côte d'Ivoire à la disposition des fonctionnaires. C'est un centre de lunetterie bâti sur une superficie de 280 mètres carrés avec un sous-sol qui abrite un laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Pour Mesme Komboye, président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la mutuelle générale des agents et fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'ouverture de ce centre va mettre fin à la contrefaçon dans le domaine de l'optique et permettre aux adhérents et les ayants droit de bénéficier de soins de qualité. La problématique de l'optique chez nous était devenue une question principale et importante. Offrir des lunettes à moindre coût, mais de qualité bien reconnue, c'est ce qui nous a guidés à mettre en place ce centre optique mutualiste. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que toutes les démarches administratives aient été achevées. Le centre d'optique mutualiste vient combler les attentes en lunetterie des adhérents de la MUGEFSI et permet d'optimiser les coûts des prestations de leurs verres correcteurs et de leurs montures. Pour la lecture, à un moment donné, la lisibilité, notre vue diminue. Et je crois bien que c'est à point nommé que ce centre s'ouvre. Vraiment, je me sens véritablement visé. D'ici le mois de septembre, je vais renouveler mes verres. Le centre d'optique a été inauguré par le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Selon le conseil d'administration, ce nouveau centre marque le début d'une série d'inaugurations d'infrastructures qui seront mises au service des 755 000 adhérents et ayants droit de la MUGEFSI. La Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires compte en son sein 175 nouveaux membres. Ils ont officiellement prêté serment de droiture à Boussanogo. En prêtant le serment de probité et de loyauté, ces 175 impétrants de la Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires
viennent renforcer les rangs de la grande famille de l'appareil judiciaire. Une fonction qui s'applique aux personnes physiques ou morales qui, sans aucun intérêt public, se chargent de gérer les affaires d'autrui moyennant rétribution. Ils auront donc un rôle d'intermédiaire, de représentation, d'assistance en matière économique, sociale et administrative. Le tribunal vous demande d'avoir à l'esprit les termes de votre serment. C'est seulement à ce prix que vous atteindrez l'objectif à vous fixer par la loi. Il ne faudra donc pas donner l'occasion à nos concitoyens de dire que vous n'êtes pas des agents d'affaires, mais des hommes d'affaires. Le tribunal vous adresse donc ses félicitations et vous demande de mériter la confiance qui a été placée en vous. Le domaine des agents d'affaires s'articule autour de différentes prestations. Il s'agit d'un labeur qui est couronné aujourd'hui par Dieu et reconnu par notre nation. Et en qualité d'agent d'affaires judiciaires, nous restons à la disposition de nos concitoyens pour soigner au mieux leurs intérêts. Il nous appartient à nous de vite faire pour que désormais tous les investisseurs qui viendront ici en Côte d'Ivoire puissent s'adresser à une corporation qui est celle des agents d'affaires judiciaires. C'est une profession noble et nous intervenons dans le domaine des successions, nous intervenons dans le domaine de l'administration de biens, le recouvrement, les transactions, le courtage. Il y a beaucoup de choses à faire. On a nos lois qui sont sur la table du ministre. Et dans ce jour, on va travailler ensemble en équipe avec le ministre. Les agents d'affaires judiciaires encadrent aussi tout investisseur dans le déploiement de ses activités sur le territoire ivoirien dans l'espace OADA et partout ailleurs, dans l'optique d'assurer la sécurisation de ses affaires. Mais ils ne sont ni huissiers de justice, ni conseillers juridiques ou encore moins avocats ou greffiers. L'actualité dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est AfriCampus 2019, une rencontre entre enseignants-chercheurs des universités africaines. Il s'agit essentiellement de prendre en compte l'usage des réseaux sociaux dans la pédagogie universitaire. Pierre Dipomélin et Issaïo. Les problèmes de bourse, de logement, de santé et de restauration des étudiants, débattus désormais dans un cadre permanent d'échange et de concertation dénommé CPEC. Ce cadre doit permettre de trouver des solutions aux problèmes sociaux des étudiants. Une initiative du CROU A1, le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. 150 étudiants issus de 66 associations sont réunis avec les responsables du CROU A1 pour définir les bases du fonctionnement de cette nouvelle plateforme. Comment avec les étudiants eux-mêmes et nous, on peut déjà nous asseoir les mécanismes pour que évidemment, on trouve une solution à ce problème-là, pour qu'on n'assiste pas à ces grèves sauvages que vous avez vues par le passé. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, lui-même ancien dirigeant du syndicat d'étudiants, a fait appel à des invités spéciaux. Des invités bien au fait des réalités sociales de la vie estudiantine. Il n'y a qu'une seule recette, c'est la concertation permanente entre les autorités universitaires, ministérielles et les représentants des étudiants. C'est ce qu'on a demandé, qu'on n'a pas eu, qu'il est en train de donner aux jeunes frères. Ce cadre de discussion est salué par les participants. Les étudiants attendent beaucoup du CROU, à savoir comment augmenter le taux d'accueil en résidence universitaire, comment assainir l'espace universitaire de par la sécurité. Il existe donc une page sur les réseaux sociaux qui permet en fait aux étudiants d'interagir avec l'administration par rapport à tous les problèmes qu'ils ont. De sorte qu'aujourd'hui, en temps réel, le directeur est informé de tous les problèmes qui se passent en cité. Le cadre permanent d'échange et de concertation a été officiellement lancé en mars dernier en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakes. Sur la scène internationale au Soudan, un gouvernement de transition est annoncé pour 3 ans, une période qui va servir à la mise en place des élections démocratiques, comme demandé par les manifestants et par les représentants de la société civile. Un accord définitif devrait être signé sous 24 heures.
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est de retour à Abidjan ce mercredi soir après une visite d'amitié et de travail à Libreville au Gabon plus tôt dans la journée. La rencontre était l'occasion de parler renforcement de la coopération bilatérale. Il a été accueilli à son retour à Abidjan par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. Nous vous proposons d'écouter le point du chef de l'État. Je suis un homme content. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo, et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que je lui ai dit que nous sommes rassurés et que nous avions été inquiets, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que le président a bien récupéré, est en bonne forme. Et je lui ai dit que je reviendrai ici à Libreville pour que nous puissions continuer d'échanger et que, bien évidemment, il est invité à venir en Côte d'Ivoire quand il aura décidé. Nous avons parlé de la situation, non seulement au plan bilatéral entre le Gabon de la Côte d'Ivoire, la situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoquées. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. Et nous avons considéré que l'Union africaine doit continuer son implication pour apporter des solutions africaines à tous ces pays qui connaissent des conflits. RTI, plus de 50 ans d'existence, voilà le journal télévisé. C'est le thème du premier tome d'une série de 3 ouvrages écrits par Ricardo Somone, réalisateur du journal télévisé sur RTI 1 durant 40 années. L'œuvre sera dédicacée demain jeudi à 14h au district d'Abidjan dans la commune du Plateau. Et voilà, merci à tous de votre attention. Rendez-vous avec grand plaisir pour un nouveau journal demain, 20h, toujours sur RTI 1.